Le concepteur du fusil le plus détesté des Allemands s'appelait John Garand. Il prononçait son propre nom Gerand, une simple nuance phonétique. L'état-major, lui, freina le développement de cette arme pendant des décennies par pure obstination. Pourquoi la transition vers un système semi-automatique prit-elle plus de 30 ans? Les généraux exigeaient la perfection absolue. La Première Guerre mondiale s'acheva. L'infanterie américaine comprit sa propre vulnérabilité tactique. Le fantassin affrontait les nouvelles réalités industrielles avec son fusil à verrou Springfield M 1903. Sous le feu ennemi, le soldat arrachait le cylindre en arrière. Il poussait frénétiquement la culasse vers l'avant. Il tentait désespérément de maintenir un mur de balles. L'odeur âcre de la cordite brûlée écœurait les hommes. Le lourd levier d'armement en acier exigeait une force mécanique constante, épuisant les doigts et les poignets. La chair perdait contre l'acier. Un tireur expérimenté atteignait péniblement 15 coups par minute. En face, les mitrailleuses allemandes MG-08 crachaient 500 balles dans le même laps de temps. Un massacre mathématique. Le marché civil possédait pourtant déjà la solution. Dès 1905, Remington et Winchester vendaient des carabines de chasse semi-automatiques. Les ingénieurs commerciaux maîtrisaient parfaitement ces mécanismes. Mais les officiers rejetaient ces systèmes civils, jugés beaucoup trop fragiles pour la boue des champs de bataille. Le haut commandement voulait la puissance de feu d'une mitrailleuse légère, sans le poids mort, sans l'équipe de servants. Le fantassin devait survivre seul face aux tirs de suppression. En 1919, le département de l'ordonnance lança officiellement la recherche d'une nouvelle arme. Le tireur verrouille la culasse en arrière. Le pouce écrase la charge vers le bas. 8 cartouches s'enfoncent d'une seule traite dans le boîtier. Le système en bloc repose sur un clip en acier estampé en forme de U. Un clic métallique sec claque contre le métal. La fixation est brutale. Le soldat relâche la pression. La culasse frappe. Le lourd verrou en acier arrache la munition supérieure du clip et la propulse violemment dans la chambre. Cette mécanique complexe ne découlait pas d'une recherche d'ergonomie. Dans les années 1920, les généraux américains exigeaient le rejet absolu des chargeurs amovibles. Les officiers d'état-major souffraient d'une véritable paranoïa logistique. Ils croyaient que les fantassins perdraient leurs magasins dans la boue. Pourtant, le fusil mitrailleur modèle 1918 BAR utilisait déjà des boîtiers détachables avec une efficacité redoutable sur le champ de bataille. L'état-major redoutait que la terre pénètre par la fente d'insertion inférieure. Mais cette obsession imposait un paradoxe critique. Pour recharger son arme, le fantassin exposait l'intégralité du mécanisme supérieur grande ouverte au ciel et à la poussière. John Garand a dû forger une cinématique interne impitoyable pour satisfaire cette angoisse bureaucratique. L'arme pesait plus de 4 kg à vide. Chaque clip jetable coûtait à peine 300 à produire. Une fois engagée, la mécanique fonctionnait sans pitié. Le tir s'enchaîne. L'élévateur pousse la pile vers le haut. L'éjection de la tôle vide s'opérait strictement après le 8e tir. Juin 1941. Les usines crachent 1000 fusils par jour. Pour que ce mécanisme à 8 coups fonctionne sans pulvériser l'acier, John Garand devait dompter une pression mortelle. Retour en 1930. Les ingénieurs valident une munition plus légère. La cartouche .276 Pedersen passe tous les tests avec succès. Le recul baisse. Le fantassin porte plus de balles. Pourquoi l'armée a-t-elle rejeté le calibre idéal .276? La Grande Dépression dictait ses propres règles de survie. Les entrepôts militaires américains débordaient. 2 milliards de cartouches .3006 dormaient dans des caisses en bois depuis la Première Guerre mondiale. Adopter un nouveau format exigeait de rebâtir la logistique nationale de zéro. Un suicide économique pur. Les généraux ont tranché. Garand devait effacer ses plans. Il devait soumettre sa mécanique à la violence du vieux calibre lourd. L'ingénieur reprenait la lutte. Une solution technique radicale a sauvé le projet. L'emprunt de gaz. Un orifice percé dans le canon dévie une fraction des gaz incandescents. Le sifflement des gaz sous haute pression perçant le cylindre inférieur déclenche la mécanique. L'onde de choc frappe le piston. La tige d'armement recule. Elle arrache la douille vide et projette la culasse massive en arrière. Le fusil utilise sa propre explosion pour chambrer la munition suivante. Les forces se répartissent, les pièces survivent. Les presses frappent le métal. L'estampille officielle, US Rifle Caliber 30 M1,
marque définitivement le boîtier de culasse. Le 9 janvier 1936, le département de la guerre adopte formellement le calibre lourd pour son infanterie. Maintenir le calibre 30-06 replonge John Garand dans un enfer mécanique. Cette munition spécifique broie chaque prototype semi-automatique depuis des décennies. La balistique de ce projectile est sauvage, brutale. Le 30-06 frappe avec précision à 1800 yards. Mais cette létalité exige une charge de poudre massive logée dans une douille allongée. À l'instant du tir, la chambre encaisse 50 000 livres par pouce carré. Un fracas assourdissant accompagne un recul sec qui meurtrit l'épaule du tireur. Cette onde de surpression colossale arrache la lourde culasse vers l'arrière à une vélocité critique. Le métal des armes commerciales surchauffe. Les rails de guidage se déforment immédiatement sous le choc. Les systèmes civils volent en éclats. Le Remington Model 8 utilise la cartouche de 35 Remington. Il abat sa cible sans difficulté à 200 yards. Mais face à la pression d'une munition de guerre, ses pièces mobiles se désintègrent. L'armée américaine enchaîne les tests durant les années 1910. Le fusil danois Bang affronte les essais balistiques. Il casse à son tour. Construire un boîtier capable d'encaisser une telle cartouche exigeait d'épaissir considérablement l'acier de l'arme. Le fusil devenait alors une enclume, un fardeau intransportable pour un fantassin épuisé par des marches de 30 km. John Garand entre à l'arsenal de Springfield en 1919. Il doit dompter cette détonation continue sans paralyser l'infanterie. Avant lui, tous les armuriers avaient abandonné. Les mécanismes ne tenaient pas. Toute cette énergie colossale de l'empreinte gaz, cette masse du lourd verrou, tout finissait par s'abattre sur les mains des fantassins. Un son sec. Le clip en acier vide frappe les pierres et la boue. C'est l'iconique ping métallique. Mais avant d'entendre ce son, il fallait charger l'arme. Le pouce d'une recrue s'enfonce dans la boîte de culasse. Une fraction de seconde d'hésitation. La tisse de manœuvre se libère. Le lourd verrou claque brusquement vers l'avant. La mécanique ne pardonne aucune erreur. Le joint du lois est broyé net. C'est la blessure du Garand Thumb. Le ressort de rappel exerce une pression continue de 16 livres. C'est mathématiquement suffisant pour arracher un ongle ou fracturer un os lors d'une mauvaise manipulation. La technique s'apprenait vite, ou elle s'apprenait dans le sang. Le choc physique ancrait les réflexes bien avant le champ de bataille. Le son du clip vide pouvait-il tuer un soldat américain? Les vétérans affirmaient le contraire. Le cinéma a forgé un mythe tenace. Le ping trahirait une arme déchargée et inviterait l'ennemi à frapper. La réalité tactique efface cette théorie. Pour que ce tintement soit fatal, il exigeait un soldat totalement isolé et un silence absolu. Le vrai combat d'infanterie est un chaos assourdissant. Le léger son de l'acier se noyait instantanément, absorbé par le fracas sourd de l'artillerie, effacé par les tirs continus des autres fusils de l'escouade. À plus de quelques mètres, le bruit devenait physiquement imperceptible, écrasé par les détonations et les hurlements de l'assaut. Le commandement vida les polygones d'entraînement pour armer les troupes de première ligne. Le son du ping du clip vide s'est couvert de mythes sur un danger mortel. Mais la véritable épreuve du sang n'attendait pas. Ce système à gaz dans la théorie, mais bien dans le hachoir brutal des jungles du Pacifique. En 1942, sur Guadalcanal, en 1942, le semi-automatique affronta d'abord la peur de ses propres tireurs. Comment convaincre un vétéran de troquer un fusil infaillible contre un mécanisme complexe? L'obliger à tirer 8 fois sans décoller la joue de la crosse. Le processus physique devenait clinique. Le doigt presse la détente. L'explosion repousse l'arme. Malgré l'impact violent sur l'épaule, le mécanisme interne absorbe la pression des gaz pour réarmer le percuteur en une fraction de seconde. Le soldat ne bouge pas les mains. Il garde la joue soudée au bois. La ligne de visée reste parfaitement immobile pendant le recul. Le tireur presse de nouveau la détente. 8 cartouches s'enchaînent, sans briser la prise, sans perdre la cible. Le résultat tactique était absolu. La cadence de tir ajustée bondissait de 2,5 à 3 fois. Mathématiquement, le calcul s'imposait sur le terrain. Une escouade de 10 hommes crachait soudainement le volume de feu d'une ligne de 30 fusiliers. Mais le cerveau humain résistait à la machine. Les vétérans redoutaient cette ingénierie. Ils connaissaient le Springfield modèle 1903, un verrou manuel, lent, primitif, incassable. Habitués à une fiabilité mécanique absolue,
Les sous-officiers prédisaient des enrayages massifs et refusaient de confier leur survie à un bloc de gaz sous pression. Les officiers craignaient la panique des recrues face aux pièces mobiles. L'arrière transforma cette paranoïa en crise logistique. Les caisses de ravitaillement atteignirent la jungle. Les soldats arrachèrent les couvercles. Le cliquetis métallique des lames chargeurs de 5 cartouches résonna contre le bois. Au lieu des blocs requis, l'intendance expédia les munitions incompatibles de l'ancien modèle directement aux unités de première ligne. Les charges Banzai s'effondrèrent dans la boue de Guadalcanal en 1942. Les tirs américains désintégraient les vagues d'assaut japonaises. Des dizaines de fantassins tombaient simultanément. Pendant que les fusiliers marins apprivoisaient la nouvelle arme, l'ennemi percutait une équation mathématique impossible à percer à la baïonnette. L'air lourd de la jungle saturait. Le crépitement de dizaines de fusils fusionnait en un bourdonnement assourdissant. Un mur de plomb continu. Les fantassins impériaux couraient vers le périmètre. Le feu ne s'arrêtait jamais. Le système d'emprunt de gaz cyclait les munitions sans aucune interruption, malgré l'humidité extrême. La cadence de tir effaçait totalement la supériorité numérique humaine. L'état-major de Tokyo formula une conclusion catastrophique. Leurs officiers de renseignement surestimaient massivement les dotations américaines en armes automatiques. Cette illusion tactique découlait d'une seule variable matérielle, la concentration d'impact générée par un simple peloton équipé du nouveau fusil. La mécanique rendait le sacrifice total obsolète. Les commandants japonais hurlaient les ordres. Les fantassins s'élançaient au pas de course. Personne n'atteignit les tranchées. L'horreur balistique des jungles du Pacifique rattrapa l'axe. En novembre 1942, lors de l'opération Torche en Afrique du Nord, les fantassins allemands affrontèrent la même cadence infernale. Pourquoi la Wehrmacht, créatrice des mitrailleuses les plus meurtrières au monde, armait-elle son infanterie de vieux fusils à verrou? La doctrine dictait une règle stricte. Le soldat n'était que le serviteur de l'arme collective. Une tactique inversée. Les hommes protégeaient la mitrailleuse, pas l'inverse. Toute la puissance de feu de l'escouade reposait sur la MG-34 ou la MG-42. Le fantassin portait les caisses de munitions. Il changeait les canons brûlants. Son arme personnelle restait secondaire. Le mythe technologique s'effondrait sous le feu américain. Le soldat allemand s'aplatissait dans la rocaille. Il serrait son car 98K contre lui. L'escouade adverse avançait sous la couverture d'un mur de plomb. Le cliquetis lent, métallique et lourd du verrou allemand ponctuait chaque tir. Tirer, reculer la culasse, pousser la cartouche, verrouiller. Pendant ce temps, les claquements secs et rapides des M1 Garand saturaient sa position sans la moindre pause. Les actualités du Reich montraient des armes d'avant-garde. La logistique prouvait le contraire. Les usines produisirent 14 millions de Car 98K, contre à peine 430 000 fusils d'assaut STG-44. Plus de 95% de l'infanterie allemande montait au front avec la technologie de la Première Guerre mondiale, l'arme de leur père. Isolé de sa mitrailleuse, le tireur perdait systématiquement le duel d'attrition. En combat singulier, le fantassin du Reich tirait une seule balle pendant que l'Américain en tirait 8. Pour contrer cette suprématie de feu, les ingénieurs allemands ont conçu le Gewehr 41. Mais la bureaucratie militaire a immédiatement signé l'arrêt de mort du projet. L'arme tirait la cartouche standard de 7 mm 92. Le haut commandement a imposé une directive stricte. Interdiction absolue de percer le canon pour installer l'emprunt de gaz. Une exigence absurde. Les concepteurs se retrouvaient coincés. Ils ont dû intégrer le système Bang, un piège à gaz complexe monté à la bouche du canon. Le mécanisme captait l'explosion pour faire reculer la culasse. Sur le papier, la mécanique tenait bon. Dans la boue, la réalité rattrapait les ingénieurs. La calamine saturait rapidement le cône. L'eau de pluie se mélangeait aux résidus chimiques. Les petites pièces du mécanisme de bouche grinçaient sous l'épaisse couche de suie acide et de poudre brûlée. Le métal coinçait, la culasse refusait de bouger. Le fantassin forçait le levier, l'arme s'enrayait définitivement. Les rapports de terrain s'accumulaient. Sur les 6700 premiers fusils Mauser, les inspecteurs ont rejeté 1700 pièces. 25% de défauts d'usine. Un quart de la production partait directement à la ferraille avant même de voir le combat. L'industrie allemande a quand même forcé la cadence. Les usines ont sorti 120 000 exemplaires de cette arme fondamentalement défectueuse. Les unités de première ligne ont cloué les caisses.
Les soldats ont renvoyé les lots inutilisables directement vers les centres de production. Le désastre des 120 000 fusils G41 a forcé l'état-major à une décision extrême. En octobre 1943, les ingénieurs allemands ont ravalé leur fierté. Ils ont disséqué une arme ennemie. Sur les établis, les armuriers intégraient directement le piston à course courte du SVT-40 soviétique. Un plagiat pur et simple. Le temps manquait. Pour maintenir les cadences, les usines remplaçaient l'acier fraisé par de simples tôles embouties. La qualité légendaire d'avant-guerre disparaissait. Lors de l'armement, le mécanisme du nouveau G43 produisait un cliquetis métallique creux. Un son bon marché. Ce nouveau fusil estampé pouvait-il sauver l'infanterie? L'industrie du Reich n'a craché qu'une goutte d'eau. L'arme gagnait un chargeur amovible de 10 cartouches. Le tireur rechargeait beaucoup plus vite. Mais un plan d'ingénierie parfait ne survit pas à un effondrement logistique. Le ministre Albert Speer déroutait l'acier disponible vers les chaînes de chars. Les escadres alliées pulvérisaient les fonderies de la Ruhr. Le Reich a péniblement assemblé 400 000 unités. Le ratio de production affichait un écart destructeur de 1 contre 13. L'armée américaine a saturé le front avec 5 400 000 M1 Garand. En 1944, le fantassin américain affrontait un dilemme mortel. 4 balles dans son M1 Garand. Un choix brutal. Lancer l'assaut à moitié vide ou jeter ses munitions dans la boue. Comment recharger sous le feu si la conception même du fusil l'interdit? C'était tout simplement impossible. Un soldat plongeait à couvert. Il tirait la culasse. Le clip interne contenait encore 4 ou 5 cartouches. Pour survivre à la prochaine ligne, il exigeait un chargeur plein, 8 balles. Le manuel de l'armée suggérait de glisser de nouvelles munitions une à une par le haut, une manœuvre lente, à 2 mains. Suicidaire sous les tirs de mitrailleuses croisées. L'angoisse paralysait les hommes. Le système fermé du Garand contredisait fondamentalement le besoin vital de l'infanterie d'assurer un feu de suppression continu. L'idée de l'ingénieur se transformait en piège psychologique dans la tranchée. Alors, le fantassin prenait la décision fatale. Il actionnait manuellement le levier. Il expulsait le clip entamé en entier, rejetant des munitions actives juste pour pouvoir écraser une nouvelle lame de 8 coups dans le boîtier. Le tintement métallique des cartouches intactes frappant la terre humide. Un gaspillage absolu, dicté par la peur de manquer au pire moment. La solution exigeait un chargeur détachable classique, mais l'état-major américain figea cette vulnérabilité. La véritable innovation n'arriva qu'avec le fusil M14. Il fut adopté seulement en 1959. Des milliers de soldats n'ont pas vu cette date. Sur le front européen, face à la contre-attaque, beaucoup n'osaient pas gâcher leurs munitions. Ils attendaient le choc. L'arme restait à moitié vide. Pendant que l'infanterie américaine luttait avec ses clips fixes, l'Union soviétique armait ses troupes avec le SVT-40. Adopté en 1940, un chargeur amovible, 10 cartouches. Le concept théorique parfait, l'avantage tactique absolu. Mais la réalité du front a écrasé cette ingénierie. Une conception progressiste face à une sensibilité catastrophique à la crasse. Hiver glacé, un conscrit mal formé s'effondre dans une tranchée. Le mécanisme s'enraie. La douille de 7,62 par 54 R reste coincée dans la chambre. Les doigts gèlent sur le métal froid. Le soldat frappe violemment le levier d'armement pour forcer l'éjection. Un craquement sec. L'extracteur se brise net. L'arme est morte. Il jette le fusil dans la boue. Les rapports d'essais soviétiques étaient implacables. Un taux d'échec de 10%, contre seulement 1,75% pour le M1 Garand. Mathématiquement, la sentence tombait. Dans une compagnie de 100 hommes, dès la première minute d'assaut, 10 soldats voyaient leur fusil se transformer en un simple gourdin de bois. 10 cibles désarmées sous le feu adverse. L'innovation mécanique se payait en vie humaine. Moscou a stoppé le massacre. L'armée a renvoyé au front les vieux fusils à verrou, plus simples, moins chers. Ailleurs, l'ingénierie s'inclinait devant la logistique. En 1939, la Grande-Bretagne a testé le Garand. L'industrie britannique, déjà saturée, a refusé de bouleverser ses chaînes de montage. Londres a conservé ses armes à culasse mobile. Le Japon a tenté l'inverse. Le Type 4 devait être une copie directe du mécanisme américain, l'ultime espoir d'égaler la cadence de tir ennemi. Mais les usines impériales manquaient de tout. Au moment de la capitulation, la production totale de cette réplique s'est arrêtée sur un seul chiffre,
250. La fiabilité mécanique du Garand, supérieure aux échecs du SVT-40 soviétique, exigeait un tribut physique brutal. 11 livres d'acier et de bois. C'était le premier grand défaut de l'arme. Un opérateur radio titube sur un sentier boueux. Il plie. Le fusil chargé, baïonnette au canon, pèse plus de 11 livres. La sangle en cuir entaille son épaule. Le bois de la crosse, lourd et gorgé par la pluie, glisse sans cesse contre sa veste en toile humide. Ce poids mort brisait le dos des troupes de soutien. L'ancien modèle M1903 Springfield ne pesait que 8,7 livres. La petite carabine M1, conçue spécialement pour l'arrière, affichait seulement 5,2 livres sur la balance. Le Garand pesait le double. Porter cette masse sur un terrain accidenté brûlait 20% de calories supplémentaires. Les hommes arrivaient sur la ligne de front déjà épuisés, avant même de combattre. La deuxième plainte concernait une modification tactique, l'adaptateur M7. Un simple tube d'acier glissait sur le canon et se verrouillait sur le tenon de la baïonnette. Il transformait le fusil en lance-grenade. L'infanterie frappait des cibles entre 100 et 200 yards, sans attendre les mortiers. Le soldat insérait une cartouche à blanc. La détonation propulsait l'explosif vers l'ennemi. Mais cette configuration annulait le cœur même du Garand. L'embout bloquait totalement le système de gaz. L'arme devenait inerte. Après chaque tir de grenade, le fantassin devait agripper le levier d'armement et reculer la culasse manuellement. La tentative de libérer l'infanterie de ce fardeau a accouché du M14 en 1959. Une arme encore plus lourde, encore plus longue. Le Garand avait traversé la guerre de Corée, mais le champ de bataille mutait. Le nouveau calibre 7,62 par 51 autant promettait une frappe dévastatrice. Un chargeur détachable de 20 coups remplaçait enfin le vieux clip métallique. Comment une seule plateforme devait-elle remplacer 4 classes d'armes diamétralement opposées? C'était l'obsession aveugle du Pentagone. Les généraux exigeaient la fusion du pistolet mitrailleur M3, de la carabine M1, du Garand et du fusil mitrailleur BAR. Cette décision fracassait les mathématiques tactiques de l'escouade. Regrouper des rôles aussi spécifiques dans une seule masse d'acier détruisait l'équilibre fondamental entre la répartition du poids et la puissance de feu de l'infanterie. 44 pouces de long, 11 livres de métal et de noyer. L'enfer du Vietnam a mis ce système à genoux. L'humidité constante des jungles saturait les fibres. Le bois traditionnel de la crosse gonflait sous l'eau. Cette expansion physique déformait la géométrie interne de l'arme. La précision s'effondrait avant même le premier contact visuel. Un fantassin américain presse la détente au cœur de la végétation. Le mode automatique s'enclenche. Le recul brutal de la munition OTAN frappe son épaule. Le canon se cabre violemment vers le haut. Les balles déchirent la canopée des arbres. L'ennemi reste intact. Le fusil se comporte comme un monstre incontrôlable. La nature du terrain dictait ses propres lois. Les affrontements ne dépassaient jamais les 300 mètres. L'avantage théorique de la portée lointaine du M14 disparaissait instantanément. Pire, le soldat ne pouvait pas porter suffisamment de ses cartouches massives. Face aux rafales continues des AK-47, les troupes américaines perdaient systématiquement la supériorité de feu. Le poids écrasait la mobilité, le manque de munitions tuait les hommes. Ce désastre sanglant a forcé une rupture chronologique brutale. Entre 1967 et 1969, l'armée a dû tout effacer pour basculer en urgence vers le M16, un fusil d'assaut ultra-léger chambré en 5,56 autant. Le M14 enregistre ainsi la durée de service la plus courte pour un fusil d'infanterie standard dans l'histoire des États-Unis. Pendant que les soldats américains mouraient dans la jungle avec leur équipement lourd, la solution balistique existait déjà. Les ingénieurs allemands l'avaient validée lors de la Seconde Guerre mondiale. Des analystes arpentaient les champs de bataille en ruine. Ils mesuraient les distances exactes entre les cadavres. Le constat technique était implacable. Le tir d'infanterie au-delà de 300 mètres restait un mythe. Les munitions de pleine puissance constituaient une erreur mortelle. Ils ont alors réduit l'étui en laiton. La douille courte du 7,92 par 33 mm Kurz paraissait minuscule, presque un jouet face à l'imposant calibre américain. Mais ce cylindre tronqué a définitivement modifié la géométrie de la guerre. Testé sur le fusil STG-44, ce concept a dicté l'avenir. Le passage ultérieur au 5,56 autant obéissait à cette stricte logique.
Un soldat pouvait désormais transporter 210 cartouches. Le fardeau restait strictement identique au poids de 100 anciennes munitions de 7,62. Cette simple équation de masse changeait radicalement les probabilités de survie lors d'un contact au feu. Le 28 mars 1944, le président Roosevelt épinglait la médaille du mérite sur la veste de John Garand. L'honneur civil suprême. Les flashs crépitaient autour de l'inventeur. Mais cette récompense majestueuse gravait en réalité l'épitaphe d'une doctrine militaire obsolète. L'évolution technologique broyait les certitudes du passé. Le calibre lourd était mort.